podcast La Première. La Première, 11h midi le samedi, bientôt à table. avec Sophie Mouls. Bonjour à tous et les bienvenus à notre table du samedi, une heure de gourmandise décomplexée, de plaisirs hédonistes et d'émotions culinaires. À 11h05, bienvenue à tous mes chroniqueurs gourmands. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Carlo de Pascal, bonjour. Bonjour, Sophie. Comment ça va ce matin? Mais ça va bien. Je vous ai demandé un petit travail aujourd'hui. C'est Un vrai petit testing. Merde, d'habitude de je t'ai nos payé à l'œil. algues. Oui, pour ne rien faire. Et oui, les prévisions sont unanimes, les algues devraient figurer dans le peloton de tête des aliments incontournables. En 2017, à l'instar des insectes, une nourriture d'avenir en phase totale avec les mutations sociétales du moment. Bombe nutritionnelle, écologique, économique, nos cuisines leur offrent désormais un nouveau terrain de jeu. Vous nous en parlez, vous avez testé. Oui, j'ai Voilà. testé. Et pour l'instant, vous buvez du bon vin Oui, que parce nous a que apporté Les algues c'est bien, mais le pinard c'est notre spécialiste vin, Sandrine Govart. Patrick Botcher, vous nous l'avez amené avec plein de promesses. Racontez-nous. Je vous l'ai amené avec d'abord des promesses viticoles, parce qu'il y a quand même deux très beaux vins, dont des vins quand même à tendance nature comme je les aime. Et puis il y a un livre fantastique dont on va parler tout à l'heure, Jamais en carafe. C'est vraiment la chose à s'acheter pour apprendre, Ouais. pour comprendre, mais aussi pour se rassurer parce qu'on ne sait jamais assez. Voilà, qu'est-ce qu'un vin orange? Faut-il passer notre vin en carafe? À quelle température? Quel prix pour un bon vin? Sandrine, vous nous direz tout. Et si vous avez vous aussi des questions vin à nous envoyer, vous le faites sans plus tarder via le site lapremière.be ou via notre page Facebook Bientôt à table. Et puis nous parlerons fromage, oui, mais fromage made in Belgium avec Julien Hazard. Oui Sophie, les Eh oui. fromages belges, on va parler de deux producteurs. On va parler de Avec son verre de vin, c'est pas possible. deux producteurs belges, donc un en Flandre et un près de Stavelot, Ouais. qui et font voilà. du lait cru, de l'artisanal et du bio. Voilà. Eh bien voilà, c'est du bon, c'est du belge, que du bonheur les amis, jusqu'à midi. Bientôt à table sur La Première. Kombu, wakame, autant de noms encore souvent méconnus pour nous parler des algues, considérées comme l'un des aliments d'avenir et de l'année 2017. Les algues, Carlo, vous avez testé. Ben oui, Qu'en avez-vous pensé? Alors, ça fait longtemps que je bouffe des algues. Enfin, j'ai pas toujours fait exprès, mais j'ai toujours adoré les C'est sushis. que moi, Donc, j'ai quasiment jamais mangé ça, à part dans les sushis. mais Sophie, il faut qu'on sorte plus souvent ensemble. C'est ça. Et donc, oui, voilà. Ben déjà, quand tu manges des nori, enfin des makis, des photomakis ou des makis tout simples, ben tu manges du nori. Alors, effectivement, on nous a beaucoup cassé les pieds l'année dernière avec les insectes. Là, on revient avec les algues. J'ai envie de dire tant mieux parce que les insectes, moi, j'ai C'est vraiment plus du mal. facile quand même. Hein. Oui, Ouais, ouais, alors effectivement, quelles algues? On mange principalement les algues de culture, donc des algues qui, comme les salades, sont cultivées exprès. Et alors, on les trouve comment dans la distribution? Principalement séchées, à réhydrater. Depuis quelques temps, on les trouve aussi en frais. Et je mets des guillemets à frais, parce qu'en fait, ce sont des algues qui sont en général saumurées comme des capres. Oui. Hein. Et ça, Et c'est donc- souvent en rayon poisson, hein, j'ai vu. Oui, au rayon Ouais. poisson ou au rayon... Alors justement, c'est ça la nouveauté, c'est que dans une épicerie haut de gamme de la région bruxelloise, j'ai trouvé ces algues-là carrément à côté des salades. Ah d'accord. Ouais, Ah ben ça, c'est la première juste- fois que j'entends oui, ça. Donc voilà. voilà, on les vend en frais aussi. Voilà, c'est frais avec des très longues DLC puisqu'elles sont saumurées. Donc c'est D'accord. vraiment comme les capres. Donc on il doit les s'agit rincer alors. de bien les rincer, oui. Alors, donc, effectivement, les algues, en tant qu'amateur de cuisine japonaise, je connaissais bien le nori, le wakame et le kombu. Le kombu, c'est cette espèce d'algues sèches très dures qui donne le parfum indispensable au riz à sushi. Oui. Le wakame est une algue plutôt fine, un petit peu visqueuse en texture, mais c'est un parfum inimitable. Ça sent un peu... J'ai fait un petit tournage hier avec des seniors. Ils m'ont dit que ça sentait quand même un peu l'estacade. Et c'est également indispensable pour la fameuse soupe miso ou en salade avec du sésame. Et le nori, il sert à emballer les sushis, mais on peut l'utiliser comme condiment. Alors, qu'est-ce que j'ai testé de qu'est-ce que j'ai trouvé en épicerie fine ou en épicerie japonaise? En frais salé, j'ai trouvé de la dulce, qu'on appelle également l'algue rouge de la marque Marinoe. Bon, il faut quand même Et au niveau compter du prix, ça va les algues 40 € le kilo. Mais vous savez, Sophie, Alors, quand pour vous comparer... Non, mais pour comparer par exemple avec une botte de poireaux. une botte de poireaux, ça coûte rien. Bah oui, donc mais- c'est quand même pas donné. Oui, mais c'est pas avec ça qu'il faut comparer. Ah. Quand vous êtes au rayon salade en sachet au supermarché et que Ah vous ouais. prenez les feuilles tendres de kale, Oui, vous savez déjà combien vous le lavé. payez au kilo? Oui, quelque chose comme ça aussi. 34 € le Ah, voilà. kilo. Et la roquette, etc. Toutes ces Ouais, jeunes pousses ouais, emballées, vous les payez 1,50 € le sachet, sauf que ça pèse rien, donc vous payez ça très très cher. D'accord. Alors, mais l'avantage de l'algue, c'est tellement dur à mâcher que finalement vous avez l'impression d'en profiter de vos 40 balles du kilo.
Vous trouvez du kombu à près de 40 €, du wakame, tout ça, c'est bon à condition de rincer et je l'ai dit, de mâcher. Et quand vous assaisonnez, huile de sésame grillée, des graines de sésame grillées, et on peut utiliser ces algues-là en frais guillemets à la place des algues séchées qu'on emploie d'habitude. J'ai trouvé aussi un truc sympa, toujours la marque Marinoe, une tartinade. Les Français adorent ce mot tartinade. Ils appellent ça aussi tartare d'algues. C'était très très bon, à 50 balles le kilo. Mais pourquoi c'était bon? C'est parce qu'il y avait plein de cornichons dedans. En fait, ah oui, il y avait que cornichons. il y avait que 30% d'algues. Et en fait, donc c'était hyper délicieux. Et puis on a toute la gamme sèche évidemment. Japonaise. On réhydrate comme un champignon. Oui, exactement. Alors côté nutrition, c'est plein de vitamines, de la vitamine A, B6, B12, de la vitamine C, beaucoup de protéines. Alors pour nos amis les végétariens, c'est une source de protéines alternative. Plein de sels minéraux, des fibres, bref, que de la joie. Ah, la fameuse Sophie, vous qui êtes tellement amatrice de culture détox. Oui, la c'est spiruline. Ça. Il paraît qu'on met ça en poudre maintenant. Ouais, la spiruline, ça c'était ma grand-mère mettait de la lécithine sur sa salade ou des super germes du professeur Hauser. Ouais. Et bien maintenant, c'est la spiruline. Et là, on est carrément dans le domaine du complément alimentaire, source supposée de plein de bienfaits, acides gras, protéines, antioxydants, élixir de longue vie. Autre utilisation des algues qui peut être sympa, c'est de les incorporer même dans des pâtisseries ou dans des cakes salés. Parce que vraiment, tout cet univers de l'algue, c'est un univers très maritime, un peu comme le bouillon mais comment vous l'intégrez en poudre alors? En poudre ou émincé. Ah d'accord. Même dans un financier par exemple, ou dans un cake. Et ça un financier aux algues, c'est original. Je pense que Philippe Emmanueli y a pensé bien avant moi. Et je pense que c'est lui qui m'a fait goûter ça. Et qu'on a déjà reçu souvent. Spécialiste de la cuisine de la mer, on le Liberté, rappelle. égalité, poulet, Crab Club et compagnie, les bouquins, fiches, champignons et tout bazar. Bref, quelqu'un d'incontournable dans le domaine de la cuisine, mais donc voilà, ces algues, elles peuvent être incorporées. Imaginons, moi j'imagine bien des chips aux algues, des tuiles par exemple aux algues, ce genre de choses, ça doit bien fonctionner. Et sinon, la bonne vieille soupe miso avec l'algue wakame, le bouillon d'ashi, la pâte miso et les petits cubes de tofu, c'est toujours un grand plaisir. Eh bien voilà, Carlo, on va poster sur le site lapremière.be quelques recettes. Tartare de saumon au nori, soupe miso et ça, puis salade d'algues wakame. Voilà. 11h16, vous écoutez La Première, bientôt à table, 1 heure de gourmandise, histoire de décompresser de cette semaine. On commence avec la vraie gourmandise, on a fait les algues, c'est bon. Hein. Voilà. Quoi, vous n'aimez pas les algues? Si, j'aime bien. En fait, j'aime bien, mais c'est juste mais pas que tous les jours, peut-être. Oui, j'aime les algues, mais je préfère la choucroute. Voilà. Et le fromage belge. Bien entendu. Ah oui, Julien Hazard, notre spécialiste fromage qui nous rejoint une fois par mois, est venu ce matin avec des productions belges parce que ce qu'on va essayer de faire, Julien, dans les prochains rendez-vous gourmands, c'est de présenter nos productions Made in Belgium. Parce que quand même, il y a les fromages français, mais il n'y a pas que. Et je dois dire qu'en la matière, la Belgique, ça évolue bien en matière de production fromagère. Absolument, il y a beaucoup de fermiers, de petits producteurs qui commencent à produire du fromage pour rentabiliser le lait. Et donc, ils se lancent. Au début, c'était pas toujours facile parce qu'il n'y avait pas la tradition, il n'y avait pas l'histoire, il n'y avait pas non plus de collègues à qui demander des conseils. Et vous me disiez aussi, il y a certains producteurs qui étaient vraiment touchés par la crise du lait. Face au surplus de lait, ils ont dû réinventer des productions dont le fromage, c'était pas leur métier en fait, souvent aussi. Non, c'était justement pour rentabiliser plus le lait ça rapportait plus de faire juste du lait et de vendre aux laiteries. Et donc, pour un peu gagner plus, ils ont commencé à produire. D'abord, c'était un peu dans leur cuisine. C'était un peu avec des recettes qu'ils connaissaient, qu'ils trouvaient dans les livres. Et maintenant, ils se lancent. Et vraiment, il y a des belles productions, absolument. Alors, vous êtes venu avec 2 fromages. On va déjà Trois. Oui, c'est ça. Mais il y en a un qui est caché par vous, Carlo. Alors, je suis cacheur de fromage. Oui, mais c'est 2 producteurs que vous avez sélectionnés aujourd'hui. On va déjà en présenter un avec dégustation, bien entendu. Voilà, on va commencer avec le producteur de fromage de chèvre. Oui. Ça s'appelle Cardetzel. Et c'est à Lummen, près d'Asselt. D'accord, du côté néerlandophone. À côté de Zolder. D'accord, voilà. Lummen. Et en fait, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Ce monsieur, il s'appelle Guido de Sneijder. Et il a commencé les années 80, en 83 précisément. Il a commencé une fromagerie à Werchter à ce moment-là. Ouais.
il avait un idéal d'autosuffisance. C'est un peu un révolutionnaire. Il s'est dit, je vais me lancer. C'est pas le gars qui est dans le film Les Libertaires, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Ok, mais il pourrait être son frère. Oh, absolument. Voilà, d'accord. Il s'est lancé et il a fait les chèvres. Pourquoi les chèvres? Parce que c'était les animaux du pauvre. On pouvait lancer une petite ferme avec quelques chèvres et quand même déjà avoir du fromage. Avec les vaches, il en faut beaucoup plus. Il s'est lancé, il a fait du fromage bio, au lait cru, artisanal, ça s'est très bien passé. Et puis en 2014 ou en 2006, par contre 2006, il a dû fermer parce que les réglementations étaient beaucoup plus strictes. Il était dans une zone agricole, c'était difficile. Ouais. Il a fermé. Le microbe du fromage était toujours présent. Et le virus, oui. Le virus. Et il s'est relancé dans l'aventure avec 2 jeunes. Avec 2 jeunes. Ouais. Il avait créé un sort de blog où il parlait de fromage. Et il y a 2 jeunes près de Hasselt qui avaient créé une ferme, Utkurenhof, qui est une ferme biologique avec des chèvres. Ils l'ont contacté, est-ce que tu peux faire du fromage de chèvre avec nous? Et il a dit, pourquoi pas, il a 60 ans le monsieur. Et il s'est relancé en 2015 sur un tout nouveau projet. Il a investi beaucoup d'argent pour faire du fromage et maintenant il fait des produits vraiment magnifiques. Alors on est sur des fromages de chèvre. De quel type là dans cette production de Cardicel, c'est ça? Cardicel, voilà. Cardicel. En fait, maintenant ils ont 200 chèvres, donc c'est déjà pas mal. Mais ils ont des vieilles races de chèvres. Ils ont plusieurs races de chèvres et donc ils ont des laits très 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 typiques. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des fromages qui sortent de l'ordinaire. En Belgique, souvent, les fromages de chèvre sont des fromages de chèvre ou bien frais, ou bien des fromages de chèvre à pâte dure. C'est surtout ça. Ici, on va sur des fromages de chèvre à pâte molle, avec des croûtes fleuries, avec un petit peu de géotrichum et avec des... Géotrichum, c'est quoi ça? C'est une bactérie, ça? C'est une bactérie, c'est un peu la légère moisissure blanche. D'accord. En fait. Comme le crottin de Chavignol. Voilà. Mais donc, ça en fait un fromage de chèvre assez unique, si je vous comprends bien. Absolument. Il fait vraiment des fromages de chèvre qui, sur le marché, sont uniques dans leur texture, dans leur goût. C'est du bio, c'est du lait cru, c'est du moulé à la louche. Et c'est de la passion. Beaucoup de passion. Et en plus, il a lancé, un petit peu après le lancement en 2015, il a lancé un nouveau projet qui est le lancement d'un fromage fait avec la présure végétale, qu'on retrouve beaucoup au Portugal. Donc la présure qui permet au lait de cailler. De cailler. Souvent ça vient du veau. La caillette. La caillette. Et lui, il a fait sur un fromage de la présure végétale de Cardon. Ah oui, c'est classique. Mais donc c'est pas mal pour les végétariens, ça? C'est très très bien pour les végétariens. Il a gagné un prix sur ce fromage tout de suite au lancement pour l'innovation justement parce que il fait lui-même la culture du Cardon. Donc c'est vraiment très 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 nature. Incroyable, je savais même pas qu'on pouvait utiliser le végétal. Le cardon classique et sinon le vinaigre est une forme de... On peut faire du fromage frais avec un acide. Ou le citron. Oui. Et donc il a produit ça, c'était en plus une croûte lavée. Donc type reblochon, Münster, de chèvre, produit avec la présure de Cardon. Même si elle n'est pas lavée, je veux bien un peu de croûte. En étant en pleine dégustation, je vais m'adresser à notre spécialiste vin, Sandrine Govart. Sandrine Govart, Patrick Botcher, c'est une grande spécialiste du vin. Elle est caviste à Saint-Georges. Elle a commis un blog qui s'appelle La Pinardothèque, qui est devenu vraiment, en quelques années, un blog référence, Sandrine, on peut le dire, ne soyez pas modeste. Non, mais je suis pas du tout modeste, en fait. Je sais que je suis une star mondiale. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous venez de commettre cet ouvrage Jamais en carafe, tout savoir sur le vin, publié chez Hachette Vin. C'est l'occasion de répondre à toutes ces questions qu'on se pose tous forcément si on n'est pas des pros concernant la chose vineuse. Alors là, on déguste du fromage. Question vraiment tout à fait basique. Quelles associations fonctionnent bien en général avec le fromage? Parce qu'on a toujours cette idée que le fromage, c'est forcément avec du vin rouge. Non, pas du tout. En fait, on se rend compte... Faites-moi passer le fromage, là. Si on goûte du fromage avec du vin rouge, on se rend compte très rapidement qu'il y a beaucoup de fromages qui ne s'en accommodent pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a des associations assez classiques avec des vins rouges, des fromages un peu puissants, style du Livaro, avec un vin rouge un peu tannique. Ça peut être vraiment très, très chouette. Par contre, goûter un chèvre avec un fromage rouge tannique...
je suis pas sûre que vous allez passer un super moment. Donc en général, c'est vrai que moi j'ai tendance plutôt à conseiller des vins blancs avec la majorité des fromages. En tout cas, quand on a des plateaux assortis, c'est souvent plus facile de trouver un blanc qui va aller un petit peu avec tout que d'essayer de rester sur le rouge. Alors le rouge est resté parce que c'est un vin qu'on servait en fin de repas, le plateau de fromage en fin de repas. Le rouge est une habitude, mais il faut vraiment pas hésiter à casser le code et à essayer d'aller vers des vins blancs, vers des champagnes aussi, des bulles. Ça peut être vraiment des très chouettes accords. Jean-Marc vient de nous envoyer un message. Comment accommoder un bon camembert? Quel vin servir avec du camembert? Ouais. Alors, il y a deux possibilités. Si vous êtes un petit peu aventureux, vous pouvez très bien aller sur un pinot gris. Un pinot gris avec un tout petit peu de sucre. En général, ça peut fonctionner pas mal. Évidemment, le cidre, parce que le cidre, le camembert, voilà, ce sont des choses tout à fait classiques. D'autant plus qu'on assiste quand même maintenant à une espèce de renaissance des cidres de qualité avec des anciennes variétés de pommes, bio, etc. Donc, il y a vraiment moyen de trouver des choses très sympa. Et alors, dans l'accord peut-être un petit peu plus original, ou en tout cas pour des gens qui aiment pas trop le vin blanc, si vous mettez un petit Morgon, un Beaujolais, donc un Gamay, ou un Côte de Forez en Loire, qui est aussi à base de Gamay, ce genre de vin, ça fonctionne pas mal. Le Gamay, moi j'aime assez bien avec mais en fait, avec le Gamay, fromage, moi je trouve qu'on devrait arrêter de faire des chroniques sur le vin. Le Gamay, ça va avec tout. Moi, ça fait Vous 20 n'êtes pas ans que je le dis. objectif, Carlo. Mais non, mais ça fait 20 ans que je le dis. Qu'est-ce qu'on se casse la tête avec des vins du Sud, machin, etc. Le Gamay, ça va avec tout. Le Gamay, mon produit de beauté. Mais voilà, exactement, c'est un produit de beauté. Il faudrait le rembourser. Question qui nous arrive. Jean-François, alors que faire si on a un plateau fromage pour le soir? On met plusieurs types de vins alors? Mais non. Bah quoi? Bah non, mais la question n'est pas tout à fait... Non, c'est pas tout à fait idiot. D'ailleurs, Oui, c'est mais- même très intelligent. Ah, Moi, je fais souvent ça, en fait. J'ai des copains qui sont très ouverts et très cool. Donc, on fait souvent, on se met un plateau de fromage, on se met 7, 8, 10 fromages différents, et on met un vin blanc sec, un vin blanc avec un peu de sucre, un vin rouge léger, un vin rouge un peu plus costaud, un vin moelleux, par exemple. Ouais. On n'est pas obligé de finir toutes les bouteilles. oui, c'est ça. non, c'est ça. Mais c'est une Mais expérience ça de permet de dégustation. faire, C'est plus, je veux dire, quand on est dans une démarche plus plaisir et épicurienne, on va souvent essayer de chercher un vin ou un liquide qui va aller avec les 2-3 fromages qu'on a pris. Je veux dire, après, l'expérience dégustation, c'est autre chose. Mais Donc- moi, je trouve que là, ça permet en fait à chacun de trouver sa sensibilité et son goût. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'accord mets vin, c'est un truc hyper carré, qu'il y a un seul accord mets vin possible. En fait, chacun, selon sa sensibilité, selon ce qu'il a envie de boire et de manger à ce moment-là, va avoir un accord mets vin vraiment coup de cœur, quoi. Voilà, et je crois Julien. que justement, Julien Hazard. je crois justement qu'on pourrait faire vin blanc, vin rouge sur un plateau de fromage, parce que on commence avec le vin blanc, les fromages de chèvre, les tomes de vache, les tomes de brebis, Ouais. et après un vin rouge, comme on a dit, du Gamay, un pinot noir sur le fruit, avec les croûtes lavées un peu plus puissantes et les croûtes fleuries, type camembert, brie, brie à Savarin, En fait, où il y a ce côté champignon. Ouais. Ça va parfois bien avec du vin rouge. Jeanne nous envoie un message. Elle voudrait ouvrir ce soir un grand Barolo. Est-ce que l'association pourrait fonctionner Non. avec un fromage? Non, je pense pas, c'est trop tannique. Oui, parce que là, on est sur des vins Non, mais par ultra, contre, je veux ultra- bien qu'elle me donne son adresse et à l'heure à laquelle j'arrive. Voilà, et Samy qui nous dit que le fromage et la bière, ça fonctionne aussi très très bien. Super. Bien oui. entendu. Oui, oui. Hein. Surtout Ouais. qu'on a la chance d'avoir plein de fromages en Belgique. Ouais. On a la chance d'avoir aussi un éventail de bières belges artisanales intéressantes. Il faut sortir vraiment des grandes surfaces Bien et sûr. essayer d'aller chercher un petit peu ailleurs les petites productions. Mais il y a vraiment, soyons fiers un peu de ce qu'on fait, quoi. Vous savez que Patrick Botcher, c'est un petit peu notre chroniqueur militant de l'émission. Il aime à nous parler de tous ces vins naturels, etc. N'est-ce pas, Patrick? Oui, Ah, mais... Pour vous, c'est un peu l'avenir de la viticulture. Il va falloir que ça bouge. Mais on va de plus en plus vers la jouissance et c'est quand même... Ah, la jouissance un au naturel. plaisir. Au Même, naturel. même donc, le matin. donc la jouissance, c'est quand même croquer, c'est du fruit. Ouais. C'est un bon exemple aujourd'hui parce que le vin que Sandrine Mais nous a on boit proposé. quoi, là? Donc on Ouais. boit un vin du sud-ouest de la région de Marmande, Mhm. qui est simplement édité Vin de France comme pas mal de vins naturels parce qu'on veut garder une typicité bien producteur aussi, un cachet d'une vigneronne
ici qui a décidé d'être dans la nature, mais dans une nature pointue, donc qui ne dévie pas, en tout cas aujourd'hui. Et puis c'est quand même intéressant, on a un vin, on penserait dans cette région qui pourrait être tannique, et ici il est vraiment sur le fruit, il est sur le plaisir. Et dans ce cas-ci, ça s'accorde quand même méchamment bien avec le chèvre en tout cas. Comme dirait Carlo, c'est goulayant. Ben, oui, c'est très goulayant. Ici, on a un Cabernet Franc qui est un peu plus mûr que d'habitude. Mais je trouve qu'il a la légèreté d'un Gamay. Oui, il est très très presque, bon. il a en tout cas le fruité. Exactement. Vous en pensez quoi, Sandrine Govart, de cette vague des vins nature en tant que spécialiste, puisque je rappelle, vous êtes caviste à Saint-Georges. Oui, en fait, moi, j'ai commencé par goûter des vins très traditionnels. J'ai commencé par les Bourgognes, par les Bordeaux, par des choses très, très classiques. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de chercher des choses qui m'épataient et vers lesquelles j'avais une certaine vibration. Donc, Patrick parlait de jouissance. Moi, je cherche la vibration. Donc, je pense qu'on est un peu sur le même mood. Souvent, il faut un peu de vibration pour arriver à la jouissance. Il faut un peu de vibration pour arriver à la jouissance, voilà. Oui. Alors, les vins naturels, moi, c'est quelque chose vers lequel je me suis tournée assez spontanément parce que je commençais à chercher du côté des vins bio, puis des vins biodynamiques. Et les vins naturels participent aussi à une forme de reconnaissance d'abord du travail du vigneron, parce qu'un vin nature bien fait, il doit d'abord être bien fait à la vigne. Bien sûr. Il faut d'abord une vigne qui soit exempte de produits chimiques, qui soit en forme, qui soit pas perfusée comme on perfuserait un enfant sous antibiotiques. Donc il faut qu'elle sache se défendre par elle-même. Il faut qu'elle produise des beaux raisins. Une fois qu'on a des beaux raisins, il n'y a plus grand-chose à faire en fait. Maintenir une hygiène totale au chai. C'est quand même pas évident la vinification naturelle. Mais si vous avez une bonne matière de base, ici on a un fromager, je pense qu'il va dire la même chose. Et puis tous les gens qui parlent de cuisine, ils vous diront la même chose. Si vous avez un bon produit de base, vous n'avez pas grand-chose à faire derrière pour le mettre en valeur. Donc là, on presse le raisin, on essaye de le conduire dans un certain mode de vinification. Et ensuite, basta, on n'ajoute pas de produits énologiques, à part un petit peu de soufre juste pour stabiliser si nécessaire. Donc on ne rajoute pas de levure et tout ça, c'est ça? On ne rajoute pas de levure, on fait avec la matière première qu'on a. Donc les levures, elles sont à la fois dans le raisin, mais elles sont aussi surtout dans le chai. Et tout ça, en fait, ça participe à l'effet terroir. On parle du terroir en disant que c'est absolument le sol et que c'est que ça. Non, le terroir, c'est le sol, c'est les raisins, c'est les gens qui sont autour, c'est les levures qui sont à la fois sur le raisin et dans le chai, et c'est la façon de travailler. Tout ça, c'est le terroir. Et à votre sens, ces vins naturels vont devenir la tradition dans quelques décennies? Je suis pas sûre que ça va devenir la normalité parce que ça ne correspondra jamais à un modèle agricole intensif. Et malheureusement, je pense qu'on est dans un monde encore gouverné par ça. Donc je suis pas sûre que ça deviendra un modèle, mais en tout cas c'est une alternative pour les gens qui veulent consommer des produits moins trafiqués, un peu plus respectueux, un peu plus éthiques. Annie vient de nous envoyer un message. Vous parlez de vin blanc avec le fromage de chèvre fantastique. On a découvert ceci à Vouvray, une alliance qui mettait effectivement très très bien l'accord vin et fromage de chèvre. Johan voudrait savoir, le mal de tête suite à une soirée vin, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est les levures qui sont en cause dans ces cas-là ou pas? On a beaucoup écrit sur le mal de tête. Il y a des débats, il y a beaucoup de débats. Alors moi je crois maintenant, je suis pas scientifique, donc ce que je vais dire ici, ça a pas parole d'évangile, mais je pense que la première cause de mal de tête, effectivement, c'est l'alcool. Vous avez de l'alcool, il y a une déshydratation, c'est chimique, c'est comme ça. Après, on parle aussi beaucoup des sulfites, on dit qu'ils interviennent sur le mal de tête, donc il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent boire des vins sans soufre. Je pense qu'on peut avoir, c'est vrai, une certaine intolérance à des taux élevés de sulfites. Bon, pourquoi pas, on a des sensibilités différentes. Il y a des gens qui ont des terrains migraineux aussi. Moi, je suis une migraineuse, donc je sais que par expérience, je peux boire des vins avec sulfite, sans sulfite. Si c'est venu l'heure de la migraine, je vais avoir une migraine. Mais disons que les sulfites n'aident peut-être pas. Les sulfites n'aident pas. Non. Alors, on va laisser parler le pharmacien là-dessus parce qu'il y a aussi un autre débat. Patrick Botcher qui n'est pas que militant slow food, il est aussi pharmacien pour gagner sa vie. Donc, non mais c'est intéressant parce qu'on a eu le débat. On a déjà eu un débat. On a eu un débat là-dessus. Il y a les fameuses amines. Les amines biogènes. Il y a des amines biogènes. Il y a énormément de composants, je pense, qui rentrent en jeu. Ce qui est peut-être intéressant dans le vin naturel, alors c'est peut-être facile de dire ça, mais c'est qu'il est naturel. C'est que finalement, on intervient tellement peu, je vais dire chimiquement, sur le tracé, sur l'évolution du vin, qu'on a un composant qui
à part le fait qu'on le laisse fermenter, ce qui est typiquement humain quand même, on a un composant qui se fait de lui-même. Et que probablement, dans l'alcool, tout ce qui apparaît est arrivé d'une façon tellement naturelle qu'elle est plus digeste. D'accord. Après, on peut intervenir parce que, effectivement, si on regarde sur le vin naturel par rapport au vin bio, j'avais soumis cette fantastique liste pharmaceutique à Carlo en son temps. Et effectivement, il y a énormément d'adjuvants que le bio permet et que le naturel ne permet pas. Petite remarque quand même, où je suis pas tout à fait d'accord avec Sandrine, et c'est d'expérience. Je n'aime pas quand on dit que les vins naturels, c'est vrai que c'est très important qu'ils doivent arriver parfaits au chai, que le travail de la terre est très 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 important. Mais il y a le travail en amont. Mais évidemment. je pense que des gens qui croient aujourd'hui que parce qu'ils n'ont rien à faire en cave, ils vont pouvoir faire du vin. Non, ça se fait pas tout seul, hein. C'est une catastrophe. Certains vignerons naturels me disaient que c'est même plus dur de vinifier. C'est beaucoup plus dur. D'abord, il faut avoir beaucoup de propreté dans le Ouais. chai. Et puis, il faut apprendre à suivre son vin, à le chouchouter, mais sans le frapper, Bien sans sûr. le taper. Ça se fait pas tout seul, C'est mais une belle éducation. ça facilite grandement le travail quand on a déjà un raisin propre. Oui, oui. Après, c'est vrai que derrière, il faut savoir travailler, il faut être un grand technicien. On a l'image du vigneron naturel, une espèce de hippie qui fume des pétards et qui est Ça, c'était avant. et qui fait des vins qui sentent le poney et la crotte. Oui, alors il y en a, hein. Il y en a. Il y en Moi, a j'en encore. connais. Je vais pas donner Ah, de la nom crotte, parce que c'est c'est dans pas les le noms, sujet. des noms. Mais oui, il y en a. Il y en a vraiment qui se sont lancés là-dedans en se disant, tiens, il y a un créneau, voilà, ils sont un peu opportunistes et qui sont allés. Mais les vrais vignerons nature, ils font des vins, ils font ça de façon très très poussée. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster là un petit truc là, hein, bien naturel, tout ce qu'on aime, un petit peu de pub et on se retrouve juste après. On vous donnera des conseils pour parler vin comme un pro. Ça va pas être facile pour Carlo. C'est gouléant ou c'est pas gouléant? 11h midi Bientôt à table sur la première. avec Sophie Moons. Il y a des moments où on se dit que la vie est quand même vachement belle. Oui, surtout. Nous en sommes en plein dans ce moment. Exactement. Carlo, dégustation de fromage belge. Bravo la Belgique, bravo nos producteurs. Mais il y a plus de 300 fromages en Belgique, il y a un vrai Eh renouveau. oui, D'ailleurs, exactement. j'ai reçu un petit message de notre collègue Valérie Druide qui me rappelle que sur le site vivreici.be, Oui. il y a énormément de producteurs Exactement. wallons de produits. Donc, Et voilà. ils le font très régulièrement et c'est aussi comme ça qu'on peut faire vivre notre terroir. Et nous, on aime ça, faire vivre notre terroir. À fond. Julien Hazard, un deuxième producteur coup de cœur, Made in Belgium. Là, on va se balader du côté de la Wallonie. Voilà, Ouais. on est sur les hauteurs de Stavelot, de Trois-Ponts. Ah, Quand beau. il y a Liège-Bastogne-Liège, il passe le Stockeux. oui, C'est une côte très importante. très Eh bien, connu. là, au-dessus du Stockeux, il y a la fromagerie du Bersou. Et Ah, c'est connu ça. c'est monsieur Benoît Robert et son épouse Cécile Mhm. qui ont décidé de se lancer dans la fromagerie. C'est pas une coopérative ça. C'est devenu une Ah, coopérative. d'accord. Donc, monsieur Robert avait fait des études d'agronomie. Et puis, il s'était lancé. Il a acheté des brebis. Et puis, il a commencé à faire du fromage de brebis, là, au-dessus, sur les hauteurs de Stavelot, de Trois-Ponts. Il faisait des très, très bons. Mais alors, il s'est dit, j'aimerais bien rentabiliser et puis valoriser le lait local, du terroir. Parce qu'il y avait des très bons producteurs de lait qui vendaient le lait beaucoup trop peu cher. Et puis, il s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas une belle fromagerie? Et en 1998, il a créé en fait une nouvelle fromagerie là au-dessus, sur les hauteurs, et il a acheté du lait à 3 producteurs locaux. Il a commencé, ça s'est bien lancé. Il faisait aussi de nouveau du lait cru, du bio et du local. D'abord uniquement en lait de vache. Et puis depuis maintenant quelques années, il fait aussi du lait de chèvre. Parce qu'il y avait le fils d'un des producteurs de lait de vache qui voulait se lancer. Et puis il a dit, bien, tu sais quoi, tu achètes quelques chèvres, tu fais du bon lait et moi je t'achète toute la production de lait. Naturellement, pour un agriculteur, c'est magnifique Évidemment. si on sait que son lait va être rentabilisé et va Bien être sûr. valorisé de cette manière-là. Et donc, ils ont terminé les travaux en 2014, qu'ils avaient commencé en 2012, pour faire une belle fromagerie. C'est moderne, c'est nouveau, avec un bel appareil, un bel outil de travail, parce que c'est important. Bien sûr. Pour faire du bon fromage, il faut quand même un bel appareil, un bon outil. Il a même un monsieur français qui vient faire du fromage avec lui. Il a une belle cuve en cuivre, comme pour faire des comtés. Et il fait des fromages de lait de vache et au lait de chèvre. D'accord. Des tomes surtout, au lait de vache,
des tomes au lait de chèvre et puis des chèvres frais également. Et donc là, vous êtes venu avec un fromage, une tome affinée au Péquet. Voilà, Et là, c'est une tome type tome de Savoie, tome de montagne à la française, donc pâte pressée non cuite, avec une pâte qui est encore un petit peu moelleuse, c'est pas trop sec. Et après, il va la laver au Péquet, typiquement produit wallon, et il fait ça. Ça donne une certaine force au fromage, un petit peu d'amertume. Mais on ne goûte pas le Péquet, pour autant. On ne va pas goûter l'alcool. Voilà. L'alcool se dissipe, va partir, mais ça donne quand même un goût un peu plus puissant, un peu d'amertume, légère amertume. Que moi j'aime beaucoup dans ce fromage, et c'est un fromage qui est vraiment stable, il fait de la belle production, toujours une belle qualité. Alors, ce fromage en pleine dégustation, Carlo, on en pense quoi? Ouais, On se dit que la Belgique produit quand même. On se disait tout à l'heure pendant la musique, c'est qu'on n'arrive pas à dire qu'il y a du Péquet, mais on sent qu'il y a un petit enrobage, il y a un autre petit chose. goût en plus. C'est la petite touche belge. Il y a un petit goût qu'il n'y a pas dans l'eau, dans le Péquet. Nous sommes les meilleurs. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est que ils ont fait la fromagerie. Et puis c'est magnifiquement situé. Ils ont fait une petite boutique. Ouais. Ils font aussi des dégustations, donc on peut aller là acheter. Il y a au départ de la fromagerie, il y a des randonnées avec des ânes. Et donc pour les enfants, c'est magnifique. On peut voir un peu la fromagerie. On peut pas visiter, mais on peut voir, on peut acheter. On voit les vaches. C'est un magnifique endroit. C'est vraiment pour un dimanche ou un samedi en famille magnifique. Voilà, et là ça va être un très beau week-end froid mais ensoleillé. Ça se passe à la fromagerie du Bersou, à hauteur des Trois Ponts, du côté de Stavelot. Et puis le premier producteur que vous nous présentiez ce matin, c'était Kaasmakerij Karditzel à Lummen. Voilà, et j'aimerais quand même encore dire une chose, c'est que ils viennent de gagner début 2017, Karditzel, le Biocaseus Award 2017. Et là. Donc, dans leur catégorie de fromage, meilleur fromage de chèvre à pâte molle au monde, biologique. Mais je confirme que leur fromage est assez exceptionnel. Là, je viens d'en reprendre un petit morceau, c'est merveilleux. À vos côtés, Sandrine Govaerts de la Pirnardothèque, un blog incontournable. On va zioter ça régulièrement pour tous les connaisseurs, c'est toujours très intéressant. Et vous venez de commettre, Sandrine, ce livre, Jamais en carafe, tout savoir sur le vin. Une question qu'on est en droit de se poser, Inès nous l'envoie d'ailleurs. J'ai toujours un gros problème pour expliquer le type de vin que j'aimerais aux spécialistes vin dans des restaurants. Dans ce livre, vous parlez d'une méthode très poétique. Et je voudrais que vous nous en parliez. Donc là, on oublie le jargon des pros, les tanins, machin. Parce que, alors, moi c'est un truc qui me tient à cœur en tant qu'ex-sommelier, puisqu'on m'a appris beaucoup de codes, beaucoup de langage, de mots un petit peu compliqués. On parle d'empire rhumatique, on parle de mots comme ça un petit peu difficiles d'approche. Et c'est vrai que les gens ont développé une sorte de complexe vis-à-vis de ces mots-là. Ils voudraient bien s'exprimer comme les sommeliers, voudraient bien pas passer pour des tanches. Le problème numéro 1, c'est qu'en général, ce langage-là, ils le maîtrisent pas, donc ils l'utilisent mal. Donc ils se retrouvent face au caviste ou face au sommelier dans le restaurant en disant je veux un vin fruité, mais pour eux ils s'attendent à avoir un vin sucré et un vin fruité ça veut juste dire un vin qui a du fruit. Oui. Donc c'est des petits quiproquos comme ça qu'on peut éviter très facilement. Plutôt que de vouloir utiliser un langage qu'on maîtrise pas, on fait appel à l'imagination. On explique par exemple que on adore l'odeur que la confiture que la grand-mère faisait dans les bassines en cuivre. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, donc on va aller vers des vins avec un fruit un petit peu confituré, un petit peu un peu plus vers le sucre. Ou alors on explique que par exemple on adore se balader dans les bois et que on a retrouvé une fois dans un vin ces impressions de lichen, de mousse, de feuilles mortes, alors moi je vais plutôt diriger vers un Marcillac par exemple, qui est un vin du sud-ouest un peu rustique. Donc vraiment expliquer par des histoires ou par des ambiances, des émotions, c'est le meilleur moyen en fait de se faire comprendre, parce que là chacun développe son imagination, oui, mais c'est quelque chose de très commun et de très partagé. C'est pas mal. Et quand la question est un peu trop idiote, vous en faites un statut Facebook. Non, alors en fait, parce que je suis en train de bosser sur mon deuxième bouquin. D'accord. Et que lui va reprendre en fait des perles que j'entends. Alors c'est pas du tout pour se moquer des gens, parce que j'ai pas ce fond-là. Je suis pas quelqu'un de moqueur, mais justement parce que je trouve que les questions sont parfois tellement naïves et tellement touchantes et tellement drôles que j'ai envie d'expliquer. Quel type de questions par exemple? Par exemple, j'ai
j'ai bu une fois du Sauterne rouge, c'était merveilleux. Est-ce que vous en avez ? Ben non, ça n'existe pas du Sauterne rouge. Oui. Ou voilà, le vin. Comment est-ce que je dois boire le vin ? À combien de degrés est-ce que je dois boire ? Alors souvent, je réponds à la verticale. Parfois, les gens rient parce qu'ils ont compris. Parfois, ils rient pas et ça tombe à plat. Je pose aussi. Enfin, les gens me posent parfois des questions ou ont des réflexions parfois un petit peu étonnantes du style je voudrais un vin mais je veux pas qu'il ait trop d'alcool, je veux pas qu'il ait trop de sucre, je veux pas qu'il ait trop de tanin, je préférerais qu'il soit bio. Voilà, je dis mais buvez de l'eau. Enfin après je pars de tout ça pour en faire des explications et de rester dans la pédagogie. Mais c'est vrai que le jargon professionnel professionnel est très compliqué. C'est très compliqué. Même Carlos me taquine régulièrement quand j'utilise des termes professionnel. Je pense que c'est vraiment un truc de sommelier pour se la péter parce que les sommeliers, ce sont les personnes les plus désagréables au monde. Vous en avez une devant vous. Non, c'est vrai que parfois il y a un côté chez le sommelier, gardien du savoir, gardien du temps. Et quelle que soit sa chapelle d'ailleurs, si vous tombez sur un sommelier hystérique du nature, vous allez lui dire, dites ça sent quand même fort la pomme. Monsieur, le Sauvignon sent toujours la pomme. Non, et donc, oh là là, on va se faire des nouveaux copains. Ça arrive, quelle que soit sa chapelle, parfois ça peut arriver après. Il y a plein de sommeliers extraordinaires. Mais l'étiquette, le défenseur de l'étiquette, dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours aussi stupide qu'on défende les grands crus classés et qu'on ne boive que ça, ou qu'on défende que les vins nature et qu'on ne boive que ça, et qu'on en vienne à avoir des arguments qui ne sont pas du tout des arguments posés et intelligents. C'est aussi stupide dans un sens que dans l'autre. Dans cet ouvrage, Sandrine Govaerts, Jamais Ankara, vous parlez aussi de quel prix donner au vin. 4 euros, 20 euros, 50 euros. Est-ce qu'il y a comme ça des règles, un prix en dessous duquel on sait qu'on a affaire à de la et des prix où on se dit, voilà, ça, on peut commencer à avoir de chouettes émotions, quoi. C'est difficile de répondre de façon générale, parce que c'est vrai que suivant les régions, par exemple en Bourgogne, vous avez difficilement des vins qui sont en dessous de 10 euros. C'est un peu compliqué. Jura, c'est pareil, voilà. Maintenant, si on veut vraiment généraliser, en dessous de 4 euros, c'est très compliqué d'avoir une production. Là, je parle pour des régions qui sont pas très très chères en général, le Languedoc par exemple ou la Loire. En dessous de 4 euros, c'est assez compliqué d'avoir une production d'abord intéressante et bien faite, parce qu'il y a des coûts, il y a les coûts de la bouteille, du bouchon, etc., de l'habillage, il y a aussi le coût de la fabrication de l'humain, donc en dessous de 4, moi je m'aventure pas. Après, entre 4 et 8, vous avez plutôt des vins faciles à boire, légers, des vins de copains, sans grande complexité, mais des vins de copains. Vous pouvez commencer à trouver des productions bio à ces prix-là. Au-dessus de 8, entre 8 et 15, là on va avoir des vins avec déjà un peu de structure, un peu plus de matière, un petit peu plus des vins de repas. Au-dessus de 15, entre 15 et 50, là vous allez être dans les grands vins, entre guillemets, plutôt des vins de garde, ou alors des régions plus chères, comme je le disais tout à l'heure, surtout la Bourgogne. Au-delà de 50, ça devient, on n'est plus du tout dans le prix du vin, on est dans une espèce de valeur qui peut être une valeur artificielle et une réputation. Donc, si vous avez les sous, pourquoi pas. Moi, mettre 200 euros pour une bouteille de vin, il y a des gens qui le font. Mais est-ce que ce prix justifie une qualité ? Maintenant, ou juste une réputation. Ce prix justifie la qualité, la réputation, l'affect qu'on va mettre aussi dans la bouteille. Moi, je dois avouer que quand j'ouvre une bouteille à plus de 50 euros, j'ai toujours un peu les mains qui tremblent parce que je me dis, mon Dieu, c'est quand même une somme. Et est-ce que vraiment je vais retrouver du plaisir à la hauteur de ce que j'ai mis comme argent ? Ben oui, c'est ça. Je suis pas sûre. C'est pas arrivé très souvent quand même. Donc. Si c'est un vin dont, par exemple, moi les Cabernet Sauvignon vieillis en fût de chêne qui sentent la vanille, j'adorais ça quand j'avais 20 ans, j'aime plus ça du tout. Même à 200 euros, je suis pas sûr d'avoir une grosse émotion. Non, le goût change, on vieillit tous, malheureusement, mais le goût évolue fort. Donc c'est vrai que moi, je me souviens, je suis pas tombée du tout dans le vin quand j'étais petite, parce que je viens d'une famille où on buvait du Matthäus. Si j'ai le droit de le citer. Oh là là, la pauvre. Et du Liebfraumilch. C'était les vins le Liebfraumilch, c'est un vin allemand très sucré et pas très très bon. Donc ça, c'était les vins de fête. C'était vraiment c'était le summum, le top du top de l'excellence. Donc je viens vraiment de très loin. Donc je suis un message d'espoir aussi pour tout le monde, pour tous les gens qui se disent, mais moi je viens pas d'une famille vigneronne ou je viens pas d'une famille de gens qui aiment le vin. Ça peut changer. Vous pouvez toujours, croyez-moi. Alors,
Donc oui, je sais plus où j'en étais. Je suis partie dans l'Ipromilch et j'étais trop loin là. Ça, c'était quoi votre question, Carlo? Je sais On ne sait plus. C'est les Non, effets du vin. c'était une intervention sur le sur fait le que goût même qui à 200 change. balles, Oui. il y avait des trucs qui Le goût moi, change. personnellement, m'excitaient Oui, pas. bien sûr. Enfin, beaucoup de nombreuses réactions d'auditeurs qui nous sont envoyées via notre page Facebook. Ils nous disent qu'il faut aussi des vins simplement plaisir, qui nous fassent Oui. du bien aux papilles et sans trop Le intellectualiser. gamay. intellectualiser Je le sais pas où truc, vous cherchez. quoi. Hein. Le gamay. Je crois que c'est ça, le plaisir Voilà. du vin, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Voilà. Après, on peut toujours avoir des affinités particulières avec le gamay, par exemple, Oh, ça ou avec suffit. le chenin, ou avec... On l'a dit. Moi, j'adore les vins du Jura. Vous voulez me faire plaisir, vous me Il y a servez des très du bons vin gamay. du Jura. Non. Je suis une fan, mais absolue des vins du Jura, mais je bois pas que ça. Ça, c'est Alors, plus difficile à comprendre. Il y a pour les vins du certains. Jura et puis il y a aussi J'adore. des vins dont on parle de plus en plus en ce moment. Ce sont les vins oranges. Oui, alors On connaît les blancs, on connaît les rouges, mais orange là. le vin orange, c'est une tendance maintenant depuis quelques années chez les spécialistes. Maintenant, ça commence à arriver dans le grand public. On commence à parler beaucoup des vins oranges. Pourtant, c'est quelque chose de très très ancien. Ça remonte à 6-7 000 ans. Donc, c'est les premiers vins. Malgré ce qu'on peut penser, on pense toujours à des vins sucrés avec du miel, avec du sucre, des épices, des aromates. Il y avait aussi une production de vin qui était une production de vin donc sans adjuvant. Alors, pour essayer de maintenir le vin et pour ne pas devoir le boire tout de suite, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait macérer les pots avec le jus, donc en fermentation. On gardait ça dans des amphores enterrés en Géorgie pour des questions d'amplitude thermique entre été et hiver pour essayer de garder une certaine stabilité. Et donc, les vins macérés avec les peaux, puisque la peau contient des colorants et des tanins. Les vins rouges, ils étaient toujours rouges et ils étaient tanniques et colorés. Et les vins blancs, eux, ils n'étaient plus Devenaient blancs. orange. Ils attrapaient une couleur. Alors, ça D'accord. peut être orange très pâle, ça peut être orange vraiment carrément pétant. Et alors surtout la grosse particularité du vin orange, c'est qu'il y a du tanin, donc ce qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve normalement dans les vins blancs. D'accord, donc ce sont des vins tout à fait particuliers en bouche aussi. C'est des vins D'ailleurs, particuliers si on les en déguste bouche, à oui. l'aveugle dans des verres noirs, on pourrait très facilement les confondre avec quoi? Un vin rouge? Si on les sert à une température de 13-14 degrés, qui est leur bonne température Ouais. de service, d'abord on va avoir une acidité plus basse, on va avoir des tanins, donc on peut s'orienter vers des rouges, mais en même temps on a des arômes de blanc, donc c'est un peu particulier, donc on ne sait pas très bien, c'est des vins qui sont un peu transgenres comme Oui, ça. donc ce sont des vins qu'il faut servir à température 12 degrés, 12-13 degrés. Oui, pas 12-13 en degrés, parce que le problème du tanin, c'est que quand il est quand il est trop froid, voilà, c'est comme les hommes qui plongent dans l'eau froide. Vous pouvez demander à un monsieur qui a fait un peu de plongée en eau glacée, il va vous dire au niveau de ses attributs, il va ressentir des choses qui sont avait pas très compris avant la fin. agréables. C'est Voilà. joliment dit. Question qui nous arrive. Pareil, le tanin sur le Question vin. qui nous arrive. Faut-il forcément toujours décanter un vin en carafe? Alors, moi, je suis une défendresse absolue de la carafe. Je dis qu'on n'a jamais assez de carafe et qu'il faut carafer. Quoi, même des vins jeunes, même des vins jaunes, des vins vieux? Alors, beaucoup les vins jeunes, oui. Oui. Le titre de ce bouquin, ça s'appelle Jamais en carafe. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de mots. J'aime beaucoup faire les jeux de mots, j'aime l'humour. Jamais en carafe. Être en carafe, c'est une expression un peu passée de mode, mais qui exprime en fait le fait d'arriver à se débrouiller. Par contre, à contrario, je suis vraiment une militante de la carafe. Les vins jeunes, ça leur fait beaucoup de bien parce que les vins jeunes, c'est comme les ados. Les ados, ça s'enferme dans sa chambre, ça écoute de la musique punk. Très fort, ça sent pas très bon parce que ça a un Donc, il peu de faut mal à se aérer. laver. Il faut Et le vin aérer. jeune, il est un peu comme ça aussi. Il est renfermé dans sa bouteille. Il est pas toujours en forme. Il pue parfois un peu aussi. Donc, lui donner un coup de carafe, en fait, c'est comme quand on donne une douche à l'ado et qu'on l'envoie D'accord. courir dehors. Ça lui fait beaucoup de bien. Après, le jeune homme revient ou la jeune fille revient en pleine forme et souriante. Ce qu'on est en train de déguster, la Syrah que vous nous avez servie, Ouais. Sandrine, Ouais. est tout à fait exemplaire de cela. Oui. On n'avait pas de carafe, mais on s'est débrouillé, on a secoué nos verres comme On a pu. shaké les verres. Et oui. on s'est débarrassé de ce que l'on appelle en langage technique une légère odeur de réduction. Oui. On pourrait dire une odeur de crâne cheval. Donc, ce qu'on aura compris, c'est que pour un vin jaune, ça va permettre de l'aérer. On retiendra cette image de cet De l'ado, adolescent confiné dans sa chambre, mais ça explique bien ce que ça veut dire. Pour un vin très vieux, je sais pas, moi, si j'ai un vin qui a 10, 15, 20, Ouais. 20 ans dans ma cave, je dois forcément le décanter aussi ou Alors,
il y a deux choses à savoir. Avec une carafe, on peut faire ou du carafage, donc c'est pour les vins jeunes, ou alors de la décantation. La décantation, c'est un vieux truc de sommelier. En général, c'est pour faire du chaud dans les restaurants. On les voit arriver avec un petit plateau, une belle carafe, une bougie, et alors même. une bougie Oui. même. Oui. Donc la bougie, elle se place derrière la bouteille, derrière l'épaule, en fait, pour voir le dépôt. Et donc, ça permet de séparer le vieux vin du dépôt. D'accord. Donc, finalement, si on ne sert pas comme un bourrin, normalement, en servant dans la bouteille de vin, on ne va pas mélanger le dépôt. D'accord. Il suffit juste de ne pas servir la bouteille à la verticale, quoi. Mais avec un D'accord. peu d'attention, le décantage, c'est Mais en pas revanche, forcément pour aérer nécessaire. le vin, ça a toute son Pour utilité. aérer le vin, ça a toute son Et utilité. alors, la question pour nettoyer la fameuse carafe, c'est vrai qu'on a Oui. toujours du mal à aller dans le fond. Des billes. Deux conseils, du vinaigre blanc et du gros sel, ça Oui. marche bien. Oui, ça Des marche pastilles bien. pour dentier, c'est moins romantique, mais ça marche. Ouais. Et plus surprenant, la bière. Oui. Vous faites tremper une nuit de la bière Alors dans moi, votre carafe. j'achète de la bière Pils, Voilà. pas pour la boire, mais pour nettoyer mes carafes. Pareil pour le stéradan aussi, quand je vais demander Ouais. du stéradan chez le pharmacien, il me regarde toujours un peu bizarrement. Mais c'est pour votre carafe de vin. Mais c'est pour ma carafe, oui. Voilà. Le tanin a une action, la bière a une action nettoyante sur le tanin, et ça marche aussi pour la dégustation. Si vous avez bu trop de Voilà. vin, ça fonctionne. Quelques bières. On vous retrouve évidemment dans cet ouvrage Jamais en carafe, tout savoir sur le vin, publié aux éditions Hachette de Vin. On vous retrouve ici sur votre blog La Pinardothèque. Julien Hazard, ça se passe à la fromagerie Julien Hazard, bien entendu. Patrick Botcher, on vous retrouve le mois prochain. Vous viendrez avec une fromagère absolument passionnée. Puis Carlo, vous, pas la semaine prochaine. Vous Ni avez la un petit semaine séjour de d'après, repos. Sophie. La semaine prochaine, nous parlerons de chandeleur, nous parlerons de farine avec et sans gluten et d'une bière bien de chez nous. Très très bon samedi à l'écoute de la